Bonsoir, avant de découvrir les titres de cette nouvelle édition, soyez les bienvenus sur Télésud. Au sommaire de ce jeudi 15 mars, le procureur de la Cour pénale internationale, Luis Moreno Campo, a annoncé aujourd'hui qu'il demanderait une peine proche du maximum à l'encontre de l'ancien chef de la milice de la République démocratique du Congo, Thomas Lubanga. Thomas Lubanga, 51 ans, a été reconnu coupable hier par la CPI de crimes de guerre pour avoir utilisé des enfants soldats lors de la guerre civile en Ituri, au nord-est de la RDC. En Côte d'Ivoire, après l'ascension de Guillaume Soro à l'hémicycle, Alassane Ouattara reconduit le même gouvernement. Seul changement majeur, le président de la République devient ministre de la Défense. Nouvel arrivant, le Premier ministre, Jano Aoussou Kouadio. Cependant, l'opposition ne fait pas partie de ce nouveau gouvernement. Le soulèvement de l'opposition syrienne a débuté il y a un an dans le sillage des révolutions tunisiennes et égyptiennes. Aujourd'hui, les insurgés perdent du terrain et en l'absence de soutien international, les insurgés semblent voués à la défaite. Après un an de soulèvement, le pouvoir syrien n'a fait aucune concession. Bachar al-Assad semble plus que jamais accroché au pouvoir. Les procureurs de la Cour pénale internationale de La Haye ont requis aujourd'hui une peine de 30 ans de prison à l'encontre du chef de guerre congolais, Thomas Lubanga, 51 ans, reconnu coupable hier de crimes de guerre lors du conflit en République démocratique du Congo. Les procureurs comptent également demander au président de RDC, Joseph Kabila, de leur livrer le général Bosco Ntaganda, qui a été promu après avoir été inculpé par la CPI et qui doit répondre actuellement de nouvelles accusations de viol et de meurtre. Le verdict qui vise Lubanga, emprisonné depuis 6 ans, est le premier à avoir été rendu par la CPI depuis sa création, voici 10 ans. Lubanga se voit notamment reprocher d'avoir, pendant la guerre civile en RDC, recruté et commandé des enfants soldats en 2002 et 2003 dans la région de l'Ituri. Il a 30 jours pour faire appel et cet arrêt, rendu hier par le CPI, suscite de vives réactions à Kinshasa. Elsa Idombe. Après le verdict rendu public hier mercredi par la Cour pénale internationale sur l'affaire Thomas Lubanga, les réactions fusent de partout en RDC. L'on note en premier lieu celle de l'Union de patriotes congolais, parti cher à Thomas Lubanga. L'actuel président de l'UPC et bras droit de l'ancien chef de milice juge superflu ce procès, de même que le verdict qui en découle. Pour lui, il s'agit d'un procès politique monté de toutes pièces. Est-ce que ces autorités-là l'ont fait sur le plan de droit, tenant compte du droit congolais, ou bien ils l'ont fait sur base de la haine? Le directeur exécutif du Comité de droits de l'homme et développement CODOD affirme que le verdict rendu par la CPI est un signal fort pour tous les autres seigneurs de guerre. Il invite par ailleurs la CPI à poursuivre ses enquêtes afin d'inculper tous les complices impliqués dans cette affaire. Maintenant, ça va montrer aussi comme exemple que ceux qui se considèrent qu'ils sont au-dessus, qui continuent à commettre des crimes, non seulement missionnaires par tout le monde, qu'ils sachent qu'il y a toujours un juge potentiel qui les attend. La MONUSCO rejoint les ONG congolaises de droits de l'homme et applaudit le verdict rendu par le juge de la CPI. L'agence onusienne demande par ailleurs aux autorités congolaises de revoir leur système judiciaire. Elle s'est dit prête à aider la RDC dans ce sens. La population quinoise, quant à elle, pense que sa condamnation est une sanction contre l'impunité. La Côte d'Ivoire, à présent, un remaniement ministériel est survenu mardi, mais l'équipe gouvernementale demeure quasi similaire. Le gouvernement ivoirien a pourtant à sa tête un nouveau Premier ministre, Jano Aoussou Kouadio, qui succède à Guillaume Soro. Le président ivoirien, Alassane Ouattara, prend en main le ministère de la Défense. Réaction de l'opposition et de la population qui exprime quelques craintes et divergences. Récit, Linda Robert. Le premier conseil des ministres du gouvernement Aoussou s'est tenu ce mercredi. L'opposition ne fait pas partie de cette nouvelle configuration qu'elle qualifie de monopolitique et de monocorde. Les éléments constitutifs du gouvernement qui importent ou la politique que ce gouvernement va prôner qui importe. Nous, au Front populaire ivoirien, nous pensons que c'est la politique prônée par le gouvernement qui importe. Les noms
ce n'est pas important. Un gouvernement est chargé d'exécuter une politique. Or, depuis l'avènement de M. Ouattara, nous le voyons esquisser déjà ses premiers pas. Sur bien des sujets, le Front populaire ivoirien marque son désaccord. Certains s'étonnent de ce remaniement et de la composition des ministères. Dans les débats télévisés, le président nous a dit que ça c'est une sortie de crise et après ça on aurait un gouvernement de 25 ministres. Bon, hier nous avons été surpris de voir avec près de 40 ministres. Bon, je trouve que c'est un peu trop. Si on a besoin de la réconciliation en Côte d'Ivoire, on devait intégrer plusieurs partis politiques. J'ai remarqué que soit c'est le RDR ou c'est le PDCI RDA qui fait partie de ce gouvernement. Guillaume Soro, lui, s'est félicité du choix de son successeur. 310 943 cartes d'électeurs ne sont toujours pas retirées des différentes commissions de distribution à travers le Sénégal par leurs propriétaires. Ces électeurs se font désirer et parasitent le fichier électoral, suscitant interrogations sur leur existence réelle, ou bien ces électeurs servent-ils d'alibi pour une réélection surprise? Beaucoup espèrent qu'ils voteront le 25 mars prochain. Reportage Lalassi. C'est en plein cœur de la capitale Dakar qu'est stocké le matériel électoral nécessaire qui sera ensuite dispatché dans toutes les régions du Sénégal. La mobilisation de l'administration électorale autour du second tour de la présidentielle a repris. D'après les chiffres du ministère sénégalais chargé des élections, plus de 5 millions d'électeurs ont été appelés à voter. Ils sont un peu plus de 51% à avoir accompli leur devoir de citoyen. Il y a aussi la situation des cartes non distribuées. Les commissions de distribution des cartes d'électeurs ont fonctionné jusqu'à samedi 25 février 2012 à minuit dans les lieux où leur regroupement a été fixé 10 jours avant le scrutin. À la clôture de la distribution, un décompte a été effectué en présence du contrôleur de la CERA. La Commission électorale nationale autonome estime à plus de 300 000 le nombre de cartes d'électeurs en attente d'être distribuées. Dans ce centre de la commission chargée de la distribution des cartes d'électeurs de Grand Dakar, on accueille à peine 4 personnes par jour. Ces cartes entassées représentent 15% de l'électorat de la commune et attendent toujours leurs propriétaires. Les gens pensent quand même, après le premier tour, on peut venir même pour procéder à des inscriptions encore. Voilà. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Après maintenant la préparation des élections législatives, on peut venir maintenant procéder à des inscriptions pour préparer les élections législatives. Jusqu'à présent, l'entre-deux tours a fait craindre un taux d'abstention record. Du côté de l'administration, on assure que tout sera fin prêt pour permettre aux Sénégalais de faire leur choix entre Abdoulaye Wade et Macky Sall au soir du 25 mars. Prévention et gestion globale des catastrophes et conflits dans l'espace de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est l'objet de la politique humanitaire que viennent d'adopter les ministres en charge des affaires humanitaires de la CEDEAO. Maximien Benou. En 2009-2010, le Bénin a été touché par des inondations exceptionnelles. Le gouvernement béninois a dû déclarer l'état d'urgence. À l'instar du Bénin, beaucoup de pays de la CEDEAO sont victimes des inondations, de la sécheresse, des conflits et des effets du changement climatique. Mais les réponses à ces crises ne sont toujours pas coordonnées au sein de l'espace communautaire. La politique humanitaire de la CEDEAO a donc pour objectif la prévention et la gestion globale des catastrophes et conflits. La politique humanitaire qui est soumise à votre examen vise à la standardisation de la pratique de l'action humanitaire dans les États membres sur la base du principe de solidarité régionale. La vision qui sous-tend la politique est la capacitation de notre région à prévenir, à atténuer, à se préparer afin de limiter l'impact des conflits et des catastrophes sur les citoyens et les résidents de notre région ouest-africaine. Les ministres en charge des affaires humanitaires vont adopter ce projet de la politique humanitaire déjà étudié par les experts. Le plan définit les domaines prioritaires et les activités qu'il revient à chaque pays de mener avec l'appui de la CEDEAO. Je me fais l'honneur de vous inviter à une réflexion féconde pour ne retenir que ce qui est réalisable avec les moyens matériels et humains dont nous disposons ou que notre organisation commune pourra nous fournir en appui. L'adoption de la politique humanitaire et le plan d'action fera la démarcation de la région ouest-africaine des autres en matière de gestion des catastrophes.
Enfin, ce n'est pas trop tôt, pensent les artistes camerounais de la SOCAM qui passent à la caisse depuis le début de la semaine à Yaoundé pour la première fois de l'année avec des fortunes diverses. Ces artistes touchent enfin leur salaire, une sorte de récompense pour certains et une véritable bouffée d'oxygène pour d'autres. Dorothée Doumbé et Bobby Koulbissé. Les artistes camerounais passent à la caisse à un moment où le débat sur les difficultés financières des ouvriers de l'art reste un important sujet d'actualité au Cameroun. Ils sont tout de même venus nombreux toucher le chèque qui va changer quelques semaines de leur vie. Mais avant la caisse, il faut savoir si son nom est bien sur la liste. Certains artistes, en effet, n'auront pas leur salaire pour cause d'indiscipline notoire. Ainsi en a décidé le conseil d'administration de la SOCAM. C'est aussi un signal fort pour montrer que c'est une société crédible, assise et qui doit respecter ses statuts et son règlement intérieur. Et ceux qui ont été sanctionnés n'ont pas été jetés à la vindicte populaire. Il y a des voies de recours. Pour les élus, la société civile camerounaise de l'art musical a reçu environ 320 millions et redistribué près de 200 millions à 717 artistes, tous domaines confondus. C'est quand même consistant et c'est mieux qu'avant. Je suis vraiment contente. Je crois qu'il y a une nette amélioration. Je soupçonne que les radios et télévisions privées animent le débat conflictuel parce que ça les arrange. Tant qu'il y a des conflits, ils ne payent pas. À la délégation régionale du centre, sud et est, des dispositions particulières ont été prises pour que les paiements se fassent sans difficulté. Nous avons pris un certain nombre de dispositions pour que les artistes soient payés le plus tôt possible. Nous avons mis en place 4 guichets. Notre délégation paye environ 450 artistes. Une fois passé à la caisse, monsieur l'artiste, pouvez-vous nous dire le montant de votre chèque? Non, je ne peux pas parler de montant que je viens de toucher. Quand vous connaissez combien Paul lui a touché? Donc je ne peux pas vous donner le montant, excusez-moi, merci. Même si les artistes sont heureux ce jour, beaucoup reste à faire pour parvenir à leur épanouissement total au Cameroun. Dans l'actualité également, la Syrie. L'insurrection a débuté il y a un an dans le sillage des révolutions tunisiennes et égyptiennes. Alors, qui sont les acteurs de la révolte? Quels sont les intérêts des alliés de Bachar al-Assad? Après un an de répression sanglante, quel scénario pour la Syrie? Rappel des points clés du conflit syrien à l'occasion de son premier anniversaire, Moïse Moukoro. Un an de répression, plus de 8000 morts selon les Nations Unies et des centaines de milliers de déplacés. Tout commence le 15 mars 2011. Un rassemblement est organisé à Damas, la capitale pour une Syrie sans tyrannie. Ce jour-là, les manifestants sont rapidement dispersés par les forces de l'ordre. La révolution gagne d'autres villes, et notamment les localités de Homs et de Dera. Le 30 mars 2011, au lendemain d'une nouvelle vague de manifestations dans plusieurs villes, Bachar al-Assad sort de son silence et fait un discours au Parlement syrien. Il accuse une minorité de tenter de semer le chaos à Dera. Le 15 septembre 2011, les opposants au régime créent le Conseil national syrien qui va réunir toutes les tendances de groupes d'opposition. Après plusieurs discussions, la Syrie accepte finalement le 3 novembre 2011 le plan de sortie de crise de la Ligue arabe. Ce plan exige l'arrêt immédiat des violences et l'envoi d'observateurs dans le pays. Mais après l'échec de la mission des observateurs, Damas est exclu de la Ligue arabe. Alors que la ville de Homs est pillonnée sans relâche du matin au soir par les forces syriennes, l'intervention de la communauté internationale est plus que jamais évoquée. Mais le 4 février, la Russie et la Chine mettent leur veto à un nouveau projet de résolution au Conseil de sécurité soutenant les plans de la Ligue arabe. La communauté internationale est dans l'impasse. La France et d'autres pays avancent l'idée de former un groupe des amis du peuple syrien. Depuis quelques semaines, l'opposition ne fait plus le poids devant l'armée syrienne. Le 1er mars, les insurgés sous-armés sont obligés de se retirer du quartier assiégé de Baba Amer à Homs. Le conflit entre donc ce jeudi dans sa 2e année. Kofi Annan, l'émissaire des Nations Unies dans le pays, continue les négociations pour trouver une solution à la crise. Il doit rendre compte à l'ONU de sa mission en Syrie demain. Notre édition s'achève. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Les procureurs de la Cour pénale internationale de La Haye ont requis aujourd'hui une peine de 30 ans de prison à l'encontre du chef de guerre congolais Thomas Lubanga, 51 ans, reconnu coupable hier de crimes de guerre lors du conflit en République démocratique du Congo.
En Côte d'Ivoire, après l'ascension de Guillaume Soro à l'hémicycle, Alassane Ouattara a reconduit le même gouvernement. Seul changement majeur, le président de la République devient ministre de la Défense. Nouvel arrivant, le Premier ministre Jeannot Ahoussou Kouadio. Cependant, l'opposition ne fait pas partie de ce nouveau gouvernement. Et puis le soulèvement de l'opposition syrienne a débuté il y a un an dans le sillage des révolutions tunisiennes et égyptiennes. Après un an de soulèvement, le pouvoir syrien n'a fait aucune concession. Bachar al-Assad semble plus que jamais accroché au pouvoir. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 21h sur Télésud pour une nouvelle édition. Ne bougez pas, suite de vos programmes favoris. Merci de votre fidélité. À demain.